Bonjour à tous, bienvenue sur Fight Minds. Nous sommes dans l'épisode Coach Talk avec Aldric, comme d'habitude. Aldric, comment vas-tu? Bonjour à tous, salut Chris, comment ça va? Ça va super bien. Je suis ultra content qu'on ait fait notre premier épisode à 3 hier. C'était super chouette et on a des très très bonnes retombées, que ce soit en termes de nombre de vues et de feedback positif. Donc à refaire, hein. Ben, moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir. Merci beaucoup pour vos commentaires. Je le dis, je pense pas assez, mais vraiment, ils sont hyper bienveillants et super, hyper constructifs, donc ça fait plaisir de les lire. Même si de temps en temps, il me manque un tout petit peu de temps pour y répondre, parce qu'en ce moment, moi, j'ai un emploi du temps hyper chargé. Il y a beaucoup de combattants de ma team qui vont se produire dans les semaines à venir. Mais en tout cas, moi, je les lis et ils font extrêmement plaisir. C'est- Et quant à Saladin, je te laisse enchaîner de suite après. Ben, ces combattants français, quand on fait des analyses dessus, comprenez bien qu'il y a énormément de passion, parce que moi, même qu'il soit de ma team ou pas, je suis hyper passionné par le MMA. Et mon cœur, il est à 100% pour Saladin, mais le pronostic qu'on a donné et sur lequel tu me rejoignais, Chris, c'est un pronostic d'analyste qui est par rapport à des statistiques et par rapport à notre façon de penser. C'est pas du tout qu'on souhaite que ce combat soit serré, ni qu'il soit remporté par le camp adverse. Bien sûr, il faut évidemment faire la distinction entre supporter et analyste. Le supporter va supporter Saladin. Après, on donne Saladin gagnant, mais dans un combat serré. Et moi, ce que je trouve de bien là-dedans, justement, c'est que on annonce un combat serré. Donc, les attentes de ceux qui nous ont écoutés et qui nous donnent du crédit sur nos analyses s'attendent à un combat serré également. Et donc, si Saladin s'impose, c'est une belle performance automatiquement. Si tu es analyste et tu dis Saladin facile, il va lui rouler dessus, il doit gagner, il est trop fort par rapport à lui. Tu mets les attentes des fans qui s'y connaissent pas trop en mode ah ben j'ai regardé Saladin rouler sur quelqu'un. Et s'il gagne de manière serrée ou s'il perd, ah, c'est là où tu vas avoir du lynchage. C'est là où tu vas dire bah il devait lui rouler dessus, il a perdu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il est nul. Parce que si tu dis que Marianne est mauvais et que Saladin perd ou fait juste un combat serré contre lui, tu vas automatiquement aller vers cette conclusion-là. Donc je Je suis trouve d'accord ça avec toi. intéressant et logique de notre part en fait de. Mais en fait c'est notre rôle hein. En tant qu'analyste, tu dis ce que toi tu penses. Tu peux te tromper, mais c'est ce que tu penses. Et là, en l'occurrence, je trouve qu'on a bien vendu la potentielle future performance de Saladin parce qu'en cas de victoire, c'est un gros statement. Ça en dit long sur son niveau. Oui, complètement. Puis, Et peut-être qu'avant d'aborder le sujet, euh, comme on est dedans, je viens de lancer une vidéo sur quel serait le niveau du champion KSW à l'UFC? Où est-ce qu'on le place? Donc moi, je viens de faire une vidéo là-dessus, mais avant de parler et de traiter des sujets du jour, peut-être avoir ton opinion là-dessus de manière improvisée. Où est-ce que tu situerais Marianne et Saladin, respectivement en featherweight et lightweight à l'UFC? écoute, c'est une excellente question et figure-toi que ce matin, on s'entraînait très tôt et sur le chemin d'entraînement, on a eu cette discussion avec Manon. Donc, je vais en faire part à tout le monde, qu'elle soit profitable. Et, euh, et on parlait du classement Fight Matrix et on parlait des différentes performances. Et puis, elle me disait, mais pour toi, euh, Francis Marshall. Alors c'est pas la même caté, je nuance, hein, mais c'était une question que j'ai trouvée très pertinente de la part de Man. On dit Francis Marshall, c'est plus fort que l'adversaire de Saladin ou pas? Et si tu te réfères au classement Fight Matrix, Marshall, il est dans les 180e ou 200e places. Je crois qu'il était 160e avant de perdre et depuis sa défaite, il est passé 200e ou quelque chose comme ça. Et si tu regardes aujourd'hui le classement de l'adversaire de Salah, il est 41. Certes avec 8 Hmm. défaites, mais est-ce que le classement Fight Matrix récompense une carrière ou est-ce qu'il reflète un niveau? Ça pourrait être le sujet d'un podcast qu'on fera ensemble, je pense, prochainement. Parce que voilà, c'est ça la question. Le niveau d'un fighter, c'est pas sa carrière. Un 7-0 ou 7-1 ne peut pas avoir le même nombre de points qu'un garçon qui a plus presque 30 combats pro comme c'est le cas de Marianne. Marianne. Mais, mais il y a un certain niveau de compétition. Donc, moi, je vais dire à tout le monde et à nos auditeurs ce que je pense très sincèrement. Je pense que sur des qualités premières, il n'est pas forcément plus fort que l'adversaire de William Gomis, qui est Francis Marshall. Mais il a plus d'expérience. Il a une dangerosité en pied-point qui est supérieure. Et pour répondre maintenant à ta question en lightweight, je pense que cette personne
pour moi, pour rentrer à l'UFC, il faut avoir à peu près le niveau top 40, top 50. Voilà, parce que on sait que les roadsters Mm. sont chargés, à part certaines catégories comme la catégorie féminine à 66 ou les flyweight masculins, en gros, il y a 40 personnes Mm. par roadster à peu près qui sont engagées. Donc, c'est pas forcément les 40 premiers, mais voilà, c'est une base de calcul qu'on peut se donner. Si tu es dans le top 40 mondial, tu peux prétendre avoir une place à l'UFC. C'est de la vulgarisation et de la schématisation, mais c'est pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Donc, je pense que compte tenu de son classement, il a le niveau UFC. Maintenant, est-ce qu'il serait capable de faire un 3-1 ou un 2-2 extrêmement performant à l'UFC de façon à maintenir sa place et à faire un deuxième contrat? Là, je mets des réserves. Voilà. Mm. Je mets des réserves parce que je pense que à 70 kilos dans cette KT, on a très bien vu les adversaires qui sont. On voit que Benoît va faire son troisième combat dans la KT, Benoît Saint-Denis, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et tu te retrouves déjà face à des mecs comme Bonfim. C'est lourd l'UFC dans cette catégorie de poids. Il faut quand même prendre en Mm. considération qu'à 70 kilos, c'est lourd. Benoît Saint-Denis fait son troisième combat à 70 et il a déjà un adversaire comme Bonfim en face de lui. Donc, alors effectivement, c'est un très mauvais tirage pour Benoît qui a relevé ça euh, avec énormément de courage et de justesse. Mais voilà, c'est pour donner une idée du niveau de l'UFC aujourd'hui. Alors, il va l'être classé très rapidement en bon film. Et même si Benoît le bat, et je pense que Benoît peut le battre, on en parlera lors d'une preview. Mais voilà, je pense très honnêtement, et c'est pas faire offense au KSW, qu'on est loin de ce niveau-là quand même au moment où on se bat. Hmm. Ah, après, ouais, pour un peu nuancer, Benoît n'est pas arrivé à l'UFC avec le même statut qu'aurait un éventuel Marianne ou Saladin qui signerait. Moi, je préfère comparer ça éventuellement à un Gamrot qui est venu en double champion et qui était directement mis en difficulté contre l'entrée du top 15 avec Gouram et qui s'était bien exprimé. Après, encore une fois, c'est très individuel. C'est pas parce que t'es un champion n'est pas l'autre. On l'a très bien vu au Cage Warriors, par exemple. Tu vas avoir un Conor McGregor qui signe en tant que double champion, qui arrive, qui roule sur tout le monde jusqu'à être champion. Et puis juste derrière, le double champion d'après qui a signé du Cage Warriors vers l'UFC, c'est Mason Jones, qui arrive et qui nous fait un 1-2 avant d'être cut ou un 1-3 avant d'être cut. Beaucoup de C'est ça. potentiel, mais voilà, un combattant n'est pas l'autre. On a vu l'exemple type du KSW vers l'UFC, c'est Mateusz Gamrot qui fait du bon taf, mais c'est pas pour autant que, enfin, que tous les champions feraient le même parcours. Oui, puis aujourd'hui, l'UFC est, est enclin à faire ce genre de choses. Regarde, Connor, au départ, il a eu des gens qui étaient classés extrêmement loin. Il s'est fait quand même la Mhm. main, entre guillemets, avec des Marcus Brimage et avec des mecs comme ça. Et quand tu vois aujourd'hui que je crois que je m'excuse si j'écorche le nom, mais Abus Magomedov, qui a fait son premier combat à l'UFC Paris, tout de suite, on lui met Sean Strickland. Voilà, c'est des moves que l'UFC ne faisait pas avant. Il en est de même pour le Tadjik là, qui vient d'arriver, qui s'est fait finaliser il y a peu de temps en clé de talon. J'ai pas le nom parce que j'avais pas du tout prévu de parler de ça avec toi, mais ça va me revenir. Charapoudine, qui prend tout de suite Mhm. un top 15 en middleweight, son premier combat. Ça, c'est des moves. Ça a été démenti. Ah, Apparemment, ah, il tu vois, combat autant pas pour contre moi. Brunson. Autant pour moi. Apparemment, hein. Mais tu vois, si c'est le cas, et on pourrait parler de Iskram Alisterov aussi, qui va tout de suite également prendre peut-être Costa ou un autre top 15. En tout cas, ce sont des moves qui, euh, il y a 5 ans, 6 ans en arrière, n'étaient pas envisagés par l'UFC. Donc effectivement, peut-être que si Saladin venait à signer dans 2 ou 3 combats, puisque Hatch l'a laissé entendre dans son discours, hein, que après ça, il y aurait un combat et il y aurait une renégociation, peut-être qu'effectivement, il serait confronté plus rapidement à du top 15 ou du top 10 de la KT. Bonne ou mauvaise chose, l'avenir nous le dira. Moi, je pense que l'UFC, pour avoir été quand même dans le coin de très grosses organisations, je pense que c'est bien d'avoir quelques combats pour prendre ses marques. Ça reste Ouais. malgré tout un très gros show qui est anxiogène pour les combattants. Et c'est un coup de poker évidemment fabuleux, mais je pense que rentrer et faire 1 ou 2 combats
pour prendre ses marques, pour voir l'ampleur du truc. Parce que oui, c'est gros le KSW, c'est très suivi, mais c'est très suivi en Pologne. Mm. Là, tu arrives dans une machine colossale où il y a, je sais pas, une audience de peut-être 8 millions de personnes en direct, plus derrière les retombées. C'est quelque chose d'énorme et tu sens quand même cette pression. Franchement, quand tu rentres dans la cage de l'UFC et que ton nom est annoncé et qu'il y a ton clip à l'écran géant, ouais, tu sens quand même cette pression qui est lourde de sens et de conséquences en cas de mauvaise performance. Et est-ce que c'est bien d'arriver tout de suite et d'arriver face à un top 5, un top 10? Je sais pas. Je sais pas. Il faut voir comment le Mm. fighter vit la pression. Ouais, moi, ouais, voilà, récemment, le seul qui est vraiment arrivé et qui a directement été mis contre un gros nom, en étant prévu longtemps à l'avance, c'est Michael Chandler. Les autres, quand ça arrive, c'est vraiment des last minutes, hein. Ouais, puis j'ai quand même Comment il envie de s'appelle? te dire, Darrell Chris, Ocho. est-ce que c'était pas quand même un combat pas facile? Je veux pas du tout manquer de respect à son adversaire, mais est-ce que comme premier combat à l'UFC, c'était pas quand même un combat d'une issue plutôt favorable, on va Favorable. dire? Mm. Tu vois ce que je veux Oui, dire? clairement. Il est Je, pas pense je arrivé pense que d'entrée, oui, on lui a pas mis d'un Islam, point de tu vue vois? style. Ouais. Mm. Non, d'un point de vue style, c'était favorable, mais ça restait quand même contre un gros nom. À ce moment-là, en tout cas, c'est vrai que Dan Hooker commence à Dan perdre un Hooker, peu en name value depuis ce combat, justement. ouais, c'est ça. Dan Hooker, il a gagné des combats très importants, mais stylistiquement pour Chandler, c'était un bon match-up quand même, un match-up favorable. Mm. C'est clair, c'est clair. Ok, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour d'horizon sur cette question-là, mais c'est évidemment très intéressant d'avoir ton input par rapport à ça, toi qui justement est coach de combattant de plein de promotions, notamment de Manon qui est à l'UFC, et tu as des combattants aussi dans les grosses promotions européennes, donc c'est intéressant de justement pouvoir avoir ton avis sur l'évaluation de où se situe un grand combattant en dehors de l'UFC par rapport au niveau de l'UFC. Aujourd'hui, on avait prévu, on a toujours prévu d'ailleurs, ce sera le cas, de discuter de ce que, quelles sont les caractéristiques d'une bonne équipe de MMA, quelles sont les caractéristiques d'un bon coach donneur de cours, on va dire. Et en exprimant ces caractéristiques, ça va nous permettre aussi de répondre à cette question que beaucoup de gens se posent. Ok, aujourd'hui je ne fais pas de MMA, j'aimerais m'y mettre. À quoi dois-je faire attention pour m'inscrire dans un club? Qu'est-ce qui me garantit que le club est bon par rapport à un autre qui serait pas spécialement bon? Donc je vais peut-être te lancer on va peut-être mettre un peu plus de contexte. Donc ici je parle pas du côté gestion d'équipe, gestion du projet, gestion de salle, gestion de gym. On parle vraiment du côté organisation de l'équipe, organisation des cours. Euh, donc, selon toi, euh, quelles sont les caractéristiques, les qualités humaines d'un bon donneur de cours? On va commencer par là. Je pense que la qualité principale, après je vais nuancer un petit peu ce propos, mais c'est quand même la disponibilité et l'engagement. C'est-à-dire que une personne qui est là pour transmettre son savoir et on va parler après de la qualité du savoir et comment essayer de quantifier ça, mais déjà dans un premier temps, voilà, une personne qui rentre dans le monde associatif, puisque en France on est d'accord, je ne connais pas les spécificités de la Belgique, mais en France, une structure est associative et ça, on peut même le comparer à des clubs de foot. Les clubs de foot professionnels et les équipes professionnelles de MMA, la structure amateur et enfant, elle est associative et c'est même valable pour le football. Donc, on parle de dirigeants, de bénévoles et les professeurs qui vont donner des cours. C'est des gens qui doivent s'investir personnellement et donner du temps aux gens qui viennent apprendre et étudier, que ce soit du temps pour s'occuper d'eux, pour répondre à leurs questions, pour essayer de les guider dans une démarche sportive et dans un conditionnement plus sain et plus adéquat à l'apprentissage. Donc je pense que vraiment ça, c'est la qualité première. Je nuance un tout petit peu ce propos quand même parce qu'il y a quelque chose de très important dans notre sport, c'est qu'il faut quand même avoir un bagage de connaissances. C'est pas parce que le MMA est devenu mainstream et est aujourd'hui euh, un petit peu dans l'œil du cyclone qu'on voit qu'il y a beaucoup de clubs de MMA qui poussent comme des champignons et il faut quand même qu'il y ait un savoir qui puisse enseigner parce que le savoir ne s'apprend et ni ne se transmet sur YouTube, par exemple, et il faut quand même s'assurer qu'il y a un,
pour transmettre, la pédagogie, c'est juste la façon de transmettre, mais s'il n'y a pas de savoir au départ, eh ben, malgré que celle-ci soit adéquate, que le mode d'enseignement, on pourra le développer, tu vois, il y a plein de façons, de façon visuelle, de façon euh, de la répétition, c'est-à-dire de l'apprentissage. Il y a plein de façons d'apprendre, mais encore faut-il apprendre quelque chose de concret, de réel techniquement. Donc il y a également ce problème-là aussi, qui est de bien choisir son enseignant, parce que quand bien même il serait disponible, il faut que le savoir qui t'inculque et les techniques qu'il te montre soient corrects, parce on a très vite fait de prendre des mauvaises habitudes ou d'apprendre même des choses qui n'existent pas. Malheureusement, on le voit encore aujourd'hui. Je suis en train de noter, comme ça je peux bien résumer et ajouter peut-être ma pierre à l'édifice. Donc, pour synthétiser, selon toi, c'est très important que le donneur de cours soit évidemment disponible et engagé. Ce qu'on va entendre par là, c'est donc qui est prêt à donner de son temps pour le bien de ses élèves, engagé dans le sens peut-être un peu passion. Donc le Bien gars doit sûr. être évidemment passionné par ce qu'il fait. Tu deviens pas coach de MMA sans la moindre passion et sans le moindre amour pour le sport. Je pense que ça c'est assez clair pour tout le monde. Et alors tu as évidemment un côté, une ligne entre connaissance et pédagogie. Là c'est peut-être bien d'insister là-dessus. Quelqu'un qui a une très bonne connaissance n'est pas spécialement un bon pédagogue. Ce sont deux qualités différentes. Tu peux être enfin, avoir une connaissance assidue du sport sans pour autant être bon pour la transmettre. Le côté pédagogie, j'aime bien que tu l'as séparé parce que c'est vraiment la capacité à transmettre une information de sorte à ce qu'elle soit bien comprise par ton auditeur ou ici, dans ce cadre-ci, par ton élève. Et moi, quelque chose que je dis très très souvent, j'aime bien comparer la relation coach-élève aux relations amoureuses dans la vie de tous les jours. Un homme ne peut jamais être la relation parfaite de toutes les femmes sur Terre. C'est impossible. C'est impossible. Au même titre qu'un coach ne peut pas être le coach parfait pour tous les humains, enfin les potentiels élèves sur Terre. On a tous une façon d'apprendre différente et un coach a toujours ses méthodes pédagogiques qui lui sont propres. C'est pour ça que moi, en tant que coach, j'avais jamais aucune difficulté à voir des élèves partir vers d'autres structures, parce que si l'autre structure avait une pédagogie plus adaptée au cerveau de cet athlète, ben, grand bien lui fasse, il ira apprendre beaucoup mieux ailleurs. Et j'avais aucune difficulté à dire que ma pédagogie n'était pas adaptée à tout le monde. Donc ça, je pense que c'est aussi très important à comprendre pour tout le monde. On en parle très souvent dans ce podcast. Le MMA, ça reste quelque chose où il faut individualiser un maximum. On est tous différents, on fonctionne tous de manière différente. Et donc j'en arrive peut-être à une qualité que tu allais certainement lister par la suite. Euh, J'avais le mot au moment où je disais la phrase, maintenant je l'ai oublié. La malléabilité, l'adaptabilité du coach. Un coach doit être capable d'adapter un peu sa façon de s'exprimer selon l'élève auquel il s'exprime. Ce qui est peut-être une des complexités aussi à donner des cours publics par rapport à donner des cours privés. Oui, c'est vrai ce que tu dis et c'est important d'en parler. Quelque- Souvent, hein, même moi, hein, j'ai dit des choses et si on retrouve des vieilles interviews de ma part et des podcasts, c'est pas que je me trompais, mais j'ai dit des choses que je ne pense plus aujourd'hui. Je vais développer rapidement pour que les gens comprennent. J'ai pensé à une époque qu'il fallait absolument incorporer le jiu-jitsu brésilien à l'entraînement de MMA. Je pense que je m'étais pas trompé, c'était vrai, mais il y a 10 ans. Comme j'ai également pensé à une époque que seul un combattant de MMA pouvait faire un bon entraîneur. Et je pense que je me trompais pas à 100%, mais que j'aurais dû à l'époque nuancer mon propos. Et je m'explique parce que des fois ça peut même être un piège. Un combattant de MMA, quoi qu'il arrive, il a son propre style. Du coup, le piège, c'est que il impose entre guillemets dans sa façon d'enseigner, dans sa façon de diriger ses séances, euh, tous ses élèves à avoir ce style-là. Et ça peut être un piège aussi parce que c'est là qu'est la difficulté. Moi aujourd'hui, je m'occupe d'une dizaine, une douzaine d'athlètes professionnels. Alors oui, je suis fier qu'il y ait des similitudes dans leur façon de travailler, notamment sur le chain wrestling, sur le cage control. C'est une fierté, tu vois, quand je vois les deux de mes mecs qui ont des morphotypes totalement différents. On peut relater Virgil Hogan et Manon Fiorot ne se ressemblent pas physiquement. Ils ont euh, pas du tout de similitudes physiques, mais tu les vois défendre en cache contrôle et tu vas trouver des similitudes.
le Tournois notamment et bien d'autres. Et ça, c'est une fierté pour moi parce que c'est un peu ma touch. Mais par contre, ils ne combattent pas de la même façon. J'en ai pas un qui combat de la même façon parce que mon rôle, c'est de les accompagner dans leur performance à eux et pas de leur imposer la mienne. Et c'est ça qui est la difficulté. Et c'est ça que un combattant ou ex-combattant aura peut-être plus de mal à faire. Donc, oui, il faut des qualités techniques, ça c'est une certitude, mais je pense très sincèrement qu'un mec qui viendrait de la lutte ou du jeu de brésilien ou même de rien et qui se serait donné la peine de faire un apprentissage technique peut tout à fait être un bon professeur. Après, de là à gérer seul une équipe professionnelle, il y a du gap, ça pourra se faire avec peut-être l'intervention de d'autres personnes, mais ce sont des choses que j'ai dit dans des interviews et dans des temps de parole qui m'ont été donnés il y a quelques années, tu vois, qui aujourd'hui, eh bien, je les pense plus du tout. euh, Parce que, par exemple, le jiu-jitsu brésilien, tu vois, aujourd'hui, c'est trop éloigné de la pratique du MMA pour que ça fasse une bonne transition. Je pense que si je devais le conseiller, je le conseillerais pour les activités juvéniles et des enfants, parce que je pense que c'est un très bon sport d'apprentissage, mais plus du tout pour la pratique d'un adolescent ou d'un jeune adulte. Hmm. J'aime beaucoup ce que tu dis, ce que je vais essayer de l'exprimer sous un autre angle qui sera peut-être un peu plus générique que l'exemple que tu viens de citer. Euh, mais un élément important d'un bon coach ou donneur de cours, c'est l'apprentissage continu pour lui. C'est quelqu'un, le MMA est en constante évolution, au même titre que l'informatique, par exemple. Tu peux pas être bon pendant 20 ans si tu continues pas à toi-même t'améliorer, à toi-même apprendre les nouvelles technologies, les nouvelles choses qui sont mises en place. Donc pour un coach de MMA, tu dois suivre le MMA parce que le MMA évolue. Et clairement, il y a une époque où passer les grades en Jiu-Jitsu avec le kimono avait potentiellement un meilleur impact sur le niveau en MMA que ce que ça n'aurait aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, pour revenir sur ton exemple, je pense que il y a un bénéfice aux deux. Faire du grappling sans kimono, ça a un avantage par rapport au MMA parce qu'au MMA, tu n'as pas de kimono non plus. Donc tu apprends à bouger ton corps sans prendre réellement de prise sur les vêtements de ton adversaire et de plutôt jouer corps à corps. Le... Cependant, quand tu regardes le grappling sans kimono, ça bouge beaucoup plus. On est beaucoup plus dans du grappling, dans du scramble que ce qu'on peut voir en MMA où on essaie quand même de prendre des position de contrôle, ce qu'on retrouve plus dans du jiu-jitsu avec le kimono. Donc, il y a un peu des deux. Je pense que tu peux performer en faisant que l'un ou que l'autre, mais que le niveau optimal, c'est de varier un tout petit peu les deux. Et encore une fois, chacun son curseur. Donc ça, c'est une première chose que tu as dit et que je trouvais intéressant. Le deuxième point, et ça, je l'ai souvent dit, pour avoir eu mon premier coach de MMA, que je vais utiliser un terme que j'aime pas utiliser, mais les gens comprendront ce que je veux dire. Il y a beaucoup de coachs. Il y a des coachs qui se considèrent comme des gourous. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai, on peut pas les remettre en question, et du coup, ce qu'ils créent, c'est que des combattants à leur image. Et là, c'est soit le plus grand bosseur, soit le plus talentueux qui va sortir de son club comme étant le meilleur. Mais il n'y a pas de découvre ton style et peaufine ton style qui est plus adapté à ton morphotype, à ta façon de fonctionner. Donc ça, c'est un truc que moi, j'aime pas spécialement dans les clubs, c'est quand le coach est un gourou. Moi, j'aime bien quand le coach est aussi là pour échanger ouvertement avec ses élèves, surtout quand on parle de niveau professionnel. Et alors, le dernier truc que tu as dit et que j'apprécie énormément, parce que j'ai toujours dit, c'est que l'objectif du coach, c'est de réussir les objectifs de ses élèves, peu importe lesquels ils sont. Et donc, tout ce qu'on a dit depuis le début, moi, j'englobe ça sous bienveillance. Si un coach n'est pas bienveillant, automatiquement, c'est un très mauvais coach. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis souvent que je me vois pas faire ça 20 ans encore parce que il y a trop en tout cas pour moi, hein, il y a une pression qui est trop importante parce que les gars que j'ai tous les matins et les après-midi, c'est des mecs qui sont avec moi depuis 6 ans, 7 ans pour Virgile, Axel, Manon, euh, 5 ans peut-être pour Elias, 10 ans pour Miguel Haro, tu vois. Et il y a de l'affect en fait. Il y a beaucoup d'affect. Donc pour moi, quand je les Mm. emmène, des mecs comme Sofiane Boukishou, pareil, 10 ans.
Et tu vois, du coup, quand on va en compétition, qu'ils vont se battre, c'est hyper difficile. Moi, je vis beaucoup mieux le combat quand je manage uniquement, parce que ça m'arrive aussi, parce que j'exerce aussi cette activité. Euh, Même si tu t'investis dans la carrière de quelqu'un quand tu manages, mais il y a moins ce côté affect. Et c'est quelque chose de très Mmh. difficile. Si on vit ensemble quand même, tu vois, je les vois plus que des gens de ma famille. On est ensemble 2 fois par jour pendant 5 jours dans la semaine, voire plus quand on continue sur le week-end en préparation. Et moi, je veux que leur réussite. Donc, c'est des moments qui sont assez difficiles et qui sont, pour moi en tout cas, assez anxiogènes, même si j'essaye de pas le montrer. Pour rebondir à quelque chose que tu disais, le arriver à un certain niveau, euh, c'est pas parce que t'intègres l'équipe pro que pour moi tu as ce droit en fait, et je vais évoquer ce que c'est. Mais arriver à un certain niveau de connaissance, moi j'interviens euh, et on travaille ensemble, c'est un échange, c'est une piste. Tiens Aldric, j'ai cette difficulté dans cette situation, on l'a vu ensemble, et moi je leur donne des pistes, et c'est eux après qui s'adaptent en fonction de ce que je leur montre et de s'ils sentent la technique, de s'ils veulent la rajouter à leur palette technique ou pas, et s'ils la sentent pas trop, on essaie de travailler sur une autre solution. Mais arriver à un certain niveau d'athlète, comme bah, pareil, je vais reciter les mêmes noms, mais c'est des mecs qui ont de la bouteille, tu vois, c'est des Sofiane, des Miguel, des Axel et des Manon, et des Virgile, ben, et Elias Giroud par exemple, eh ben, on fait un échange. C'est plus comme quand ça va être un débutant, moi qui vais leur montrer une technique ou un pratiquant loisir, on va faire cette technique aujourd'hui et tu leur as fait un patrimoine technique. Arriver à un certain niveau quand c'est des professionnels qui ont 5, 10, 15, 20 combats pro et qui ont un savoir, une culture MMA, une culture technique, tu travailles sur un échange. C'est pour ça qu'il faut avoir un savoir large, tu vois. Et notre rôle, c'est Ouais. pour ça que moi, je continue à me former beaucoup, j'essaie d'échanger dès que je vais à l'étranger et je visionne énormément de vidéos. Et pour condenser tout ça, je viens encore sur le tapis et j'essaye de passer 5 à 6 heures par semaine sur le tapis encore aujourd'hui, parce que il faut avoir une palette technique large, parce qu'il faut s'adapter. Parce que peut-être que l'athlète, la technique que tu vas lui montrer, celle-là, ben, ça va pas aller sur une sortie de 4 pattes. Et si t'as pas 3, 4 autres techniques à lui proposer, ben ça va être difficile parce que cette technique-là, il la sent pas et tu réponds pas à sa question. Tu réponds pas à sa question, ben il peut pas boucler la boucle de cette situation où on a été mis en difficulté, du coup le travail recule. Parce qu'en fait c'est ça, le travail d'un... Là je parle plus sur le professionnel, on pourra si tu veux venir sur le loisir après, mais le combattant pro il est soumis à des problématiques dans sa semaine d'entraînement. Dès lors qu'il y Mmh. a sparring ou dès lors qu'il y a travail avec euh, un partenaire qui met de la force aussi et de la résistance, il est soumis à des problématiques. J'ai pas réussi à sortir de cette position, j'ai pas réussi à progresser dans ce domaine-là, j'ai pas réussi à faire tomber avec ce contrôle. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de dire, ok, ben regarde, on aurait pu faire ça, tu aurais pu mettre ta main comme ça, et tu aurais pu exécuter cette technique. Et après, mon rôle, c'est de l'adapter en fonction de ce que lui va me dire et de la confiance mutuelle qu'on se fait aussi, tu vois. Ouais. C'est, alors, je vais improviser une phrase. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, elle me semble logique, mais j'avais jamais réfléchi sous cet angle-là. C'est pour ça que c'est toujours enrichissant de discuter avec toi, parce qu'il y a des nouvelles réflexions qui viennent, et c'est ça le MMA, c'est ça l'apprentissage continu, c'est se challenger intellectuellement pour avoir des nouvelles pistes de réflexion. Mais tu ne peux pas enseigner à quelqu'un quelque chose qu'il connaît déjà. Tu es obligé d'avoir une connaissance que ton élève n'a pas pour pouvoir la lui enseigner. Très Ce juste. qui, comme tu l'as dit, te force à te renseigner enfin, continuellement, continuer d'apprendre pour pouvoir rapatrier ça à tes élèves. Parce que si tes élèves, j'ai inventé, si tu connais 10 choses et que tes élèves connaissent ces 10 choses plus 2, en soi, tu sers quasi plus à rien, si ce n'est le support moral et tout ce qui s'ensuit. Mais sur l'apprentissage, la pédagogie, l'enseignement, bah, tu sers à rien si tu n'as plus rien à enseigner à tes élèves. C'est très juste, c'est exactement ça. Ok. Alors, il y a un autre truc que tu as dit sur lequel j'aimerais rebondir. Je sais qu'il y a un podcast où on en avait déjà parlé, l'expression de Bruce Lee, mais on l'avait pas retrouvé. Donc là, je l'ai vite Google, comme ça je peux la dire. C'est absorb what is useful, discard what is not, add what is uniquely your own. Donc c'est un peu ce que tu as dit. Donc quand toi tu enseignes quelque chose à un de tes élèves,
tu t'attends aussi à ce que cet élève absorbe, donc apprenne ou prenne ce qui lui convient, ce qui est utile pour lui par rapport à son style, à sa façon de travailler, qu'il ignore ce qui n'est pas utile et ce qu'il n'a pas envie d'ajouter à son arsenal technique, et modifier pour que ça se transforme en quelque chose qui lui est propre. Donc ça, c'est aussi quelque chose de correct. Toi, en tant que coach, la difficulté, c'est quand tu as 10 élèves face à toi, tu vas montrer certaines techniques. Tu vas montrer une technique, puis une alternative, puis une autre alternative, puis une autre alternative. Tu vas peut-être montrer 4 façons de sortir de la position tortue, par exemple, parce qu'on en parle souvent dans ce podcast. Ce qu'il y a de bien quand tu fais ça, c'est que peut-être que plusieurs élèves vont pouvoir faire les 4 et les ajouter à leur arsenal technique. Mais peut-être que certains élèves, parce que leur format manque d'explosivité, n'aiment pas cette technique, bah, va en prendre que une ou deux. Et c'est pour ça que c'est important aussi de faire comprendre aux élèves que ce que tu montres, c'est une piste. C'est aussi à l'élève de décider s'il incorpore cette piste dans son arsenal technique, s'il la jette ou s'il l'adapte par rapport à son style. C'est exactement ça. Et il faut quand même, malgré tout, tu perds pas ton temps quand tu fais ça. Parce que même s'il va pas l'adapter à son Mhm. national, c'est bien qu'il la connaisse pour pouvoir peut-être mieux la défendre ou mieux l'anticiper. Je veux dire, tout ce que tu fais qui participe à l'enrichissement technique du combattant, ça c'est bien. Parce que Mhm. même s'il ne l'utilise pas, on est toujours très surpris par ce qu'on ignore. Donc c'est bien d'enrichir son patrimoine technique et tu perds pas ton temps quand tu fais du drill. Par contre, il y a le drill que tu peux faire. Là, tu peux fixer des techniques toi-même, y a pas de souci, puisque je te dis, tu enrichis le patrimoine du combattant. Et après, il y a la réponse à un sparring. Euh, c'est pas un sparring raté, un sparring où il y a des momentum qui ont été perdus. euh, Parce que tu peux perdre un round parce que le mec en face a fait une action exceptionnelle, et tu peux perdre un round parce que tu n'as pas su répondre techniquement à une situation dans laquelle tu t'es retrouvé. Et le meilleur des Mhm. coachs qui est dans le monde, il peut pas faire gagner tous les rounds à son poulain, à son élève. Par contre, il peut éviter d'en perdre certains. C'est-à-dire que si tu perds un round parce que tu as glissé et que après tu n'as pas été capable de scramble de façon efficiente parce que le contrôle demi-garde avec underhook à droite et triangle de jambes fermées dessus, bah, tu sais pas le défendre, bah, là, tu as perdu un round bêtement. Là, c'est. Par contre, tu perds un round Mhm. parce que tu t'es fait downer et le mec il a enchaîné dans la foulée et t'as déjà survécu. Là, même avec le meilleur euh, des coachs de la planète, tu perds ton round. Donc nous, notre rôle, c'est celui-là. C'est Mhm. de pouvoir établir une balance suffisante pour que quand ton combattant il perd un round, ce soit un round perdu par la hyper performance de l'autre et pas par une bêtise, par un manque de connaissances ou par un manque de travail de cette situation. C'est ça mon travail premier. Après, il y a le rôle du game Mhm. plan, on a déjà relaté à maintes reprises, et ça on va pas revenir dessus aujourd'hui, mais voilà, déjà le travail de recherche technique, il est pour ça. S'il doit servir à une seule chose, c'est celle-là. C'est que le round, il soit pas perdu pour une méconnaissance de position. Je sais pas bien faire la défense proactive du cage control, donc je me suis fait plaquer 4 minutes 55 contre la cage, j'ai pas su sortir. Parce que quand j'ai l'underhook à droite, ben, je sais bien pas bien le faire, mais quand j'ai l'underhook à gauche, je sais le faire. Tu vois, il y a plein de paramètres comme ça où je suis assis contre la cage, ben, je fais très peu cette position, du coup, ben, il m'a coincé pendant tout le round. Voilà, c'est ce genre de, de situation où on doit et mettre de la pratique et mettre de la technique. Et aujourd'hui, pour moi, à haut niveau, la diff, elle se fait là-dessus. Bien sûr qu'il faut boxer. Pareil Mhm. pour la boxe. La boxe, tu vois, je vais utiliser un terme un peu bizarre, mais c'est antagoniste la boxe. Le corps humain, il est fait pour fermer les yeux quand il y a une agression, pour arrêter de respirer, pour se concentrer. Et ce que tu demandes à ton corps, c'est de faire l'inverse. En combat, il faut être relâché quand il y a des missiles qui arrivent, être capable de garder un flux respiratoire correct pour alimenter tes muscles, être concentré et ne pas fermer les yeux quand l'impact il arrive à hauteur de ton visage. Donc, tous ces trucs-là qui sont absolument pas naturels, ben, si tu ne les fais pas de façon quotidienne via des jeux, via du thème, via du drill, ben ton combattant il sera pas à l'aise. Les petits gants c'est différent des gros gants, tu vois. Notre rôle c'est ça. Notre rôle d'entraîneur, de coach, Mhm. c'est de préparer à des situations par la pratique d'un côté, mais pas que, parce que si la pratique elle n'est pas relayée par Mhm. un champ de connaissances adéquat, ben ça va pas non plus. Donc voilà, c'est trouver ce juste milieu entre savoir et pratique
Voilà, pour moi, le rôle. Et ça, tu peux le décliner tant au loisir qu'au professionnel. Certes, le loisir, bah, s'il y avait un petit camembert, Tout à fait. bah, on verrait que la part du loisir, elle est plus à l'apprentissage et un petit peu moins à la répétition. Et si tu devais faire ce même camembert pour un professionnel, on verrait que la partie répétition est plus importante que la partie apprentissage, mais il faut pas l'éluder. Mm. Alors, à chaque minute que tu parles, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, ça va être difficile pour moi de structurer ce que je vais dire ici. J'ai pris quelques notes. Donc, on en a déjà parlé dans un autre podcast. Et donc, ça, c'est peut-être important de le rappeler. Tu l'as très bien dit, mais pour synthétiser, le rôle aussi d'un coach pour un compétiteur, en tout cas, c'est de minimiser les inconnus. On essaye de faire travailler un maximum de situations, histoire que dans un combat, jamais l'athlète se dise oh tiens, je me suis jamais retrouvé dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, tu dois faire appel à ta logique de combat, ce qui demande un temps de réflexion. Et ce temps de réflexion, il est crucial en MMA parce que si l'autre sait ce qu'il doit faire à ce moment T, il passe une position, il attaque une soumission, il envoie une frappe, peu importe. Donc, un des buts, et tu l'as très bien dit, c'est minimiser les inconnus. Alors, selon moi, et ça encore, c'est peut-être parce que j'ai pas craché dans la soupe, hein, j'ai adoré mon premier coach de MMA, mais il avait ses défauts, notamment ce défaut d'être un gourou qu'on pouvait pas remettre en question. Je trouve que l'élève a aussi un rôle et une responsabilité, que ce soit l'élève loisir ou l'élève professionnel ou compétiteur. Et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Quand toi, tu montres 3 sorties ou 4 sorties d'une position, par exemple, et que l'élève se dit j'aime pas ces 3 ou 4 sorties qu'il m'a montrées, j'arrive pas à les faire, mais qu'il en a aucune autre, c'est sa responsabilité de s'en rendre compte et de venir chez toi en fin de cours en disant voilà, si je me retrouve dans cette situation et qu'il y a aucune des 4 techniques que tu as montrées que j'arrive à faire, est-ce qu'il y en a une cinquième? Parce que encore une fois, il veut pas se retrouver dans des inconnus. Il doit lui-même se dire voilà, j'ai testé, j'ai essayé d'apprendre les 4 sorties que tu as montrées, ça fonctionne pas, j'arrive pas, donc soit montre-le-moi en cours privé, soit montre-moi une autre alternative parce que j'aurais peut-être besoin de ça à un moment de ma carrière ou de mon apprentissage. Donc je pense que c'est important aussi de faire comprendre que l'élève a un genre de responsabilité quand il va au cours, c'est de s'assurer que quand on montre une situation et qu'on montre une technique qui ne nous convient pas et qu'on ne veut pas ajouter à notre arsenal technique, on peut. C'est ce qu'on vient de dire juste avant avec le code de Bruce Lee. Mais dans ce cas-là, il doit réfléchir lui-même à se dire, OK, mais est-ce que dans cette situation-là, j'ai déjà quelque chose dans mon arsenal technique qui me permet de répondre à la situation? Parce que si la réponse est non à cette question, il faut trouver quelque chose. Et ça, il doit venir, il doit venir voir le coach. Pour finir, tu as beaucoup parlé de ce que j'appelle la séquence d'apprentissage et j'aimerais rentrer dans le détail là-dessus parce que moi, c'est quelque chose que je disais beaucoup. Parce que chez les Red Kings à l'époque, on a testé plein de choses. On essayait de scinder le cours. À un moment, on faisait un cours juste pour les débutants, moins de 6 mois, donc initiation, on va dire. Et une fois que tu faisais du MMA depuis 6 mois, tu prenais le cours public. Parce que ça permet de scinder le type d'apprentissage. Et après, finalement, c'était difficile parce que les horaires étaient compliqués. Donc, au final, on a fait par division de poids. On faisait les cours ouverts à tous pour middleweight et au-dessus et les cours ouverts à tous pour welterweight et en dessous parce que c'est pas du tout le même style. Un poids lourd, aérien, c'est plutôt rare. Mais encore une fois, il faut individualiser et de manière générale, c'est plus facile d'individualiser quand tu as des séquences de poids. Bref, moi, ce que je disais tout le temps quand j'avais et des débutants et des professionnels, c'est que le débutant, quand il voit une technique pour la première fois, et quand je dis débutant, ça peut être aussi un professionnel qui voit une nouvelle technique pour la première fois, ça arrive. Ta première séquence, c'est apprendre le mouvement, apprendre la technique. Une fois que tu as appris la technique, tu peaufines la technique. Quelqu'un qui a un bon jab, il va pas arrêter de faire des jabs à l'entraînement. Il va continuer à les faire pour les améliorer. Donc il y a cette distinction-là. La première, c'est tu fais le mouvement lentement pour apprendre le mouvement, pour apprendre la technique, pour apprendre le positionnement. Et une fois que tu te sens à l'aise, tu accélères, tu peaufines. Une fois que tu as peaufiné la technique, ça c'est vraiment avec des exercices, tu commences à le driller. Une fois que tu le drilles et que c'est correct, tu commences à le driller face à quelqu'un qui met de la résistance. Et le dernier niveau, c'est que tu commences à l'intégrer dans tes sparring. Une fois que tu as fait tout ce chemin-là, tu peux considérer que tu as acquis la technique et que tu peux l'utiliser en combat ou en sparring selon ton objectif. Donc, je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à ajouter à la séquence d'apprentissage, mais je pense que c'est très important parce que quand tu donnes des cours à des débutants qui sont là avec des professionnels, les débutants vont voir les professionnels faire et ils vont vouloir faire comme les professionnels. Ils vont vouloir faire vite. Et là, tu prends des mauvaises bases en général. Tu précipites, tu fais ça mal. Et après, c'est comme, tu sais,
Je sais pas s'il y a ça en France, mais en Belgique, tu as beaucoup de mecs qui disent encore si j'aurais, si j'aurais, si j'aurais, au lieu de si j'avais, si j'avais, si j'avais. Mais c'est parce que quand ils étaient gamins, on les a jamais corrigés, ils ont pris cette mauvaise habitude et ils ont encore cette mauvaise habitude en étant adultes. L'apprentissage en MMA, c'est pareil. Si tu apprends une technique et que tu sautes des étapes et que tu as une mauvaise base, ça va être difficile de reconstruire ta base. Donc, s'il vous plaît, quand vous apprenez une nouvelle technique, à votre aise. Construisez la fondation et puis on accélère jusqu'à pouvoir la placer en sparring, mais étape par étape. C'est très juste ce que tu dis et je vais le compléter, le corroborer avec deux anecdotes que j'aime beaucoup. La première, c'est la patience. Et tu vois, ce sport, c'est vraiment un sport de patience. Il faut prendre son temps, il faut être conscient. Euh, Première anecdote, j'en ai déjà parlé dans le podcast, je m'occupe de la reconversion vraiment un très grand champion français de jiu-jitsu brésilien qui s'appelle Kalim Mastouri, qui a quasiment, malgré son jeune âge, tout gagné en jiu-jitsu. Et on fait souvent des points étapes par rapport à son apprentissage. Il dit voilà, sur ce sparring que t'as pas vu, j'ai eu telle difficulté. Et je lui explique que les difficultés liées au striking, ça va mettre du temps. Il faut les compléter avec des drills et il va y en avoir pour 6 mois. Et quand bien même il soit doué pour ce sport, extrêmement doué même, eh ben, c'est incompressible ce délai de 6 mois. Et c'est le temps que le corps va s'habituer à ces pratiques. Je lui parlais du jab et je lui montrer un exemple Manon, qui hier, après deux énormes séances, a quand même fait 15 minutes de sac pour continuer à peaufiner son jab, euh, malgré le fait qu'elle a un jab déjà, on peut dire, clairement extraordinaire. Ça, c'est la première anecdote. La deuxième qui est intéressante aussi, c'est la vision de Christophe Midou, donc, qui travaille avec moi sur le haut niveau au boxing squad et qui est dans le coin de Manon, qui a déjà été dans le coin d'autres athlètes aussi du boxing, qui lui a une façon, tu vois, de montrer le sol et le grappling qui lui est complètement propre. Euh, Christophe, quand il t'enseigne le grappling, les 2 premières années, tu vois zéro finalisation. Zéro. T'apprends pas à finaliser, tu fais jamais taper. Il va te montrer du renversement, du contrôle et du passage de garde. Et 2 ans. Alors, c'est certes extrême, mais j'aime bien parce que ça lui ressemble beaucoup et c'est surtout vrai dans la pratique. Comment veux-tu étrangler quelqu'un? Comment veux-tu Mm. exécuter une Americana, une Kimura ou n'importe quoi si tu n'as pas préalablement pris le soin de passer la garde ou de prendre le dos, tu vois. Donc cette philosophie, elle est certes peu commercial. Quand je dis peu commercial, c'est pas du tout que c'est pas bon, c'est juste que quand tu as un loisir qui franchit la porte de ton club, il a vu Oliveira peut-être sur RMC le week-end ou une grande star et ce qu'il souhaite c'est refaire la même chose. Donc si pendant 2 ans tu ne lui fais pas voir l'ombre d'une finalisation, il se peut que sa motivation s'altère et que son investissement au club soit moins important. Mais en vrai, il a raison. C'est ça les vraies choses. C'est-à-dire que tu dois d'abord travailler sur ta position pour après penser à finaliser ou à la faire évoluer. Et peut-être que des fois, on veut aller trop vite et bien comprendre que le côté, entre guillemets, business et, et non éducatif, il est pas bon. Je veux dire, notre sport est Mm. complexe, vraiment complexe. C'est rien qu'à lui seul le mélange de 3 ou 4 sports olympiques. Donc, il est bien évident que l'apprentissage est colossal et qu'il faut respecter des étapes et prendre son temps. Et effectivement, ça commence par maîtriser les bases des 3 disciplines. Et encore, on les schématise parce que c'était valable il y a 10 ans, ça encore. 3 disciplines, le striking, la lutte et le sol, c'était valable il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a des mecs qui savent pas du tout lutter en lutte libre, mais qui sont tellement forts en cage control qu'ils font tomber tout le monde et qui ont des ratios de takedown de 70% à l'UFC. Tu vois? Donc, le sport change. Il y a des mecs qui savent pas faire d'attaque de lutte spécifique, ni souplesse, ni demi-souplesse, ni rien du tout, mais qui sont rodés contre la cage, qui savent prendre une attaque en cage control et qui derrière prennent le dos 8 fois sur 10 et ça leur suffit pour gagner leur round. Et donc aujourd'hui, c'est pas 3 disciplines. Il y a un sport qui est hyper complexe et malgré tout, la bonne volonté du monde, on ne peut s'entraîner que 14 à 20 heures par semaine en y intégrant des drills et ben ce temps te limite dans ton apprentissage. Donc il faut il faut essayer de pas se disperser. C'est pour ça que je te parlais du kimono en début de podcast et je te disais qu'aujourd'hui je le recommande pas nécessairement. Oui, il a plein d'attraits
le renfort du grip, le fait que tu peux pas inventer de sortie en kimono. Si ça glisse en kimono, ça marche pas. Tu peux pas tirer ton bras, tu dois l'enlever de la bonne façon. Si on t'attaque en clé de bras, tu dois défendre de la bonne façon. Ça a plein d'avantages. Mais quand tu ramènes aux 18, 14 ou 20 heures par semaine où le combattant peut s'entraîner et qu'il y a énormément de choses en chain wrestling, en cage control et dans les diverses disciplines de ce sport, et ça commence à faire un temps plus limité. Je dis pas que le MMA était plus basique qu'il y a 10 ans, mais je Mm. dis que le MMA était plus basique qu'il y a 10 ans et pour se conforter là-dedans, bah, tu n'as qu'à que regardez les combats qui datent des années 2000 jusqu'à 2010 et on va quand même voir que d'un point de vue technico-tactique, c'est moins complet, c'est moins varié, c'est moins chiné que ce qui se fait aujourd'hui. Ce qui est logique, parce que entre 2000 et 2010, il y avait tellement peu d'athlètes de MMA qui baignaient dans le MMA depuis le début. Alors qu'aujourd'hui, on est à une ère où tu as des combattants qui sont à l'UFC et qui ont commencé le MMA à 6 ans, littéralement. Ça, Donc qui connaissent toutes les facettes du MMA. Et bah, ça reste un sport qui est très nouveau, hein. Ça commence en 93, en 93. Même le foot évolue encore aujourd'hui. bien sûr, Alors le MMA qui est encore très jeune, évidemment que ça fait qu'évoluer parce que c'est un sport qui se met encore en place. Il y a des règles. C'est à partir de 2000 qu'on peut vraiment parler de l'ère moderne du MMA. Entre 93 et 2000, le MMA de l'époque n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, juste à cause des règles. Et maintenant que les règles commencent à moins varier, bah, l'essor des styles est en pleine expansion. On commence à avoir une grande diversité, des nouvelles stratégies, en apprentissage. Encore une fois, l'apprentissage continue. Plus il y a de combats, plus il y a de leçons à tirer, plus les coachs ont enfin, meilleure est la connaissance des coachs aussi. Et j'aime bien ce que tu dis parce que l'apprentissage est aussi une limitation constante. Donc, tu as une limite de temps, tu as aussi une limite d'énergie, tu as une limite de connaissances sur base de ton coach, hein. Ton coach, il n'a pas des connaissances illimitées. C'est son objectif, mais elles ne sont pas illimitées. Tu peux avoir des limites financières, des limites de matériel sur base de ce qui est accessible à ta salle et tout ce qui s'ensuit. Et ça qui est intéressant, c'est que optimiser ta progression se base sur la disponibilité ou enfin l'inverse des limitations en fait. Combien de temps tu as par semaine? Quelle est ton énergie? Est-ce que tu dors bien à chaque fois? Est-ce que tu manges bien? Tout ça rentre en bien compte et on sûr. en a déjà parlé dans des podcasts précédents. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Parce qu'en fait, on s'était dit qu'on allait peut-être essayer de distinguer l'aspect compétiteur et l'aspect loisir, mais en fait, on y a déjà répondu, je trouve, intrinsèquement. Le fait que l'objectif du coach, ce soit celui de remplir l'objectif de ses élèves. En soi, si tu as un élève qui vient chez toi avec un objectif loisir, ton rôle en tant que coach, c'est de le faire progresser, à la limite, comme si c'était un compétiteur, sans le forcer à la compétition. C'est à la limite presque ça la règle. Alors qu'en compétiteur, tu dois le faire progresser pour être efficace lors d'un combat. Moi, je fais partie de ceux qui aiment bien le réalisme. Donc, si j'ai un gars qui vient chez moi en disant, bah, je veux apprendre le MMA de manière ludique, fun, j'ai quand même voulu apprendre des techniques qui sont efficaces. Je vais pas commencer au premier cours à lui apprendre des spinning back fist parce que c'est marrant, parce que c'est drôle, parce que c'est beau à la caméra. Si tu sais pas envoyer un jab, je vais pas te faire envoyer un spinning back fist avant ça. Je te rejoins totalement. Puis c'est la même chose. Le secret de et là c'est débutant, loisir, pro, c'est ce que tu veux. Il faut une planification. C'est-à-dire que le conseil que je peux donner aux gens qui vont pousser la porte d'un club de MMA, euh, allez, si on doit résumer ça, essayer de faire une petite enquête un petit peu sur les gens qui donnent les cours. Ça me paraît être de bon ton. Euh, Regarder un petit peu l'atmosphère des cours, voir si elle te convient, parce qu'on, euh, je vais compléter ma phrase et puis après je parlerai un petit peu de mon expérience personnelle. Mais tu vois, aujourd'hui, Mm. c'est absolument impératif que le club ait un programme. C'est-à-dire que, voilà, au sol, on va travailler ça, en lutte, on va travailler ça tout au long de l'année, et en striking, on va travailler ça. Il faut qu'il y ait un programme qui soit affiché, pas affiché. Moi, à une époque, on le postait sur les réseaux sociaux, mais on se les fait piquer à maintes et maintes reprises. C'est-à-dire que mon programme pédagogique, je le retrouvais dans d'autres clubs. Donc, bon, euh, c'est pas que ça me posait un souci, moi je suis pour le partage, mais il y a quand même
un certain respect à avoir et de le prendre comme ça. Du coup, moi, je le partage plus sur les réseaux sociaux, mais voilà, chaque professeur qui va donner des cours, que ce soit un ancien de mes élèves ou un autre, il y a un guide technique sur ce qu'on va faire tout au long de l'année. Ça me paraît être la partie la plus importante. Et après, malgré ce guide technique, moi, pour avoir beaucoup voyagé, selon les pays où tu t'entraînes, il y a aussi des spécificités. Je m'explique en quelques mots. Moi, j'ai eu la chance de faire le Brésil, les États-Unis et l'Asie. Quand je dis l'Asie, c'est pas toute l'Asie, bien évidemment, mais la Thaïlande et le Japon. Et tu te rends compte de quoi en voyageant un petit peu, c'est que déjà chaque équipe dans ces pays-là a sa façon de faire, mais encore plus globalement, si on doit un petit peu caricaturer ça, tu vas te rendre compte quand même que euh, au Brésil, ils vont mettre l'accent beaucoup dans des académies sur la partie sparring, que aux États-Unis, il y a des entraînements très variés et c'est au combattant quasiment de choisir un petit peu ce qu'il veut faire. Souvent dans les grosses équipes américaines, tu as la classe de lutte, la classe de sol, la classe de boxe, la classe des pros. Et en fait, les pros s'entraînent une fois dans la journée et la deuxième fois, c'est un peu toi qui choisis, comme si c'était dans un jeu de société. Tu vois, tu prends la case conditioning ou tu prends la classe lutte et c'est quand même compliqué parce que bien souvent le combattant il va aller dans son seuil de confort quand la fatigue arrive et, et ou Mm. et ou voire pas du tout du coup puisque c'est un peu comme à la fac, tu es livré à toi-même et tu dois à partir du moment où tu fais la session pro, après le reste ben on peut pas savoir où t'es puisque personne te suit. Donc il y a cette façon un petit peu indépendante de travailler dans certains gyms américains. Il y a l'Asie où ils ont des entraînements extrêmement longs et ils privilégient la répétition. Tu vois, que ce soit en Thaïlande ou au Mm. Japon, on s'entraîne longtemps. Longtemps. C'est-à-dire que tu vas Ouais. faire des entraînements de 3 heures où le rythme n'est pas très soutenu, mais où tu révises, tu répètes et tu te perfectionnes. Et après, moi, avec ces choses-là, j'ai pu créer un condensé de ce que je pensais bon pour mes gars et pour la ligne conductrice que j'avais envie de mettre dans mon académie, le Boxing Squad. Mais voilà, c'est un travail de recherche et d'apprentissage en ayant vu le Hit Squad de Marc Fioré, de Matthews, en ayant vu l'Agressibara de Pernambuco et la Shoot Box de Curitiba, et en ayant vu le, le Mara Dojo de Hayato Sakurai et d'autres gyms comme Feu Jockey Gym en Thaïlande. Je dis Feu parce que je crois qu'il a changé de nom, qu'il n'existe même plus. Et puis voilà. Et ça, après, tu fais ton expérience, tu fais ta sauce à toi en fonction de ce que tu penses efficient ou pas efficient, et tu adaptes ça un petit peu et après, une fois que tu as ta base commune, tu dois en plus l'adapter à ton combattant professionnel. Qu'est-ce qu'il a besoin de travailler? Mm. Qu'est-ce que tu penses qu'il doit faire de façon plus soutenue? Donc, il y a il y a une ligne directrice, mais qu'en plus, après, il faut individualiser par rapport à la performance de ton athlète compétiteur. Je sais pas si j'ai été très clair, Ouais, par mais rapport à son profil, ouais, c'est t'as pas. ça. Donc, désolé de te couper, c'est par rapport à son profil pédagogique aussi, comment est-ce qu'il C'est apprend, ça. par rapport à son style, par rapport à sa direction de carrière, parce que c'est marrant, j'ai pas rentré dans le détail, mais récemment avec Brian, on parlait de la direction de carrière qu'on voulait qu'un de nos élèves prenne. Et tu vois, on s'est dit, ok, son striking est assez bon, mais là où il va le plus performer, c'est avec un style shoot boxing. Donc là, il faut qu'on bosse à mort sa lutte et son côté un peu agresseur, submergent au sol. Et en fait, tu as toute une réflexion qui se fait là-dessus aussi et qui peut changer complètement la pédagogie et le style d'entraînement que tu donnes à ce profil-là. Donc il y a C'est beaucoup ça. de choses qui rentrent en jeu. Et j'aime bien ce que tu dis, c'est que comme pour l'apprentissage dont on parlait tout à l'heure, tu as une fondation et puis tu as une individualisation derrière. Exactement. Et c'est ça qui est complexe. C'est ça qui est complexe à mettre en place, c'est qu'il te faut une politique commune au club. Et après, cette politique, tu vas l'individualiser par rapport à ton athlète, sa progression, son prochain adversaire. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu derrière ça. Mm. Donc pour résumer, maintenant on va mettre la question à l'envers. Tu veux commencer le MMA, tu veux pousser les portes d'un club, à quoi dois-tu faire attention pour t'assurer ou te garantir que tu es dans le bon club? Moi, ce que je conseille toujours à tout le monde, parce que je reçois de temps en temps des DM qui me posent la question, quel conseil tu aurais à me donner, etc., etc. Le premier truc que je dis, c'est teste plusieurs. Va une semaine là, une semaine là, une semaine là, parce que l'ambiance, comment tu te sens,
au final, c'est le plus important. C'est comme le fitness. Tu prends le fitness, tu as quelqu'un qui vient chez toi, ça m'est arrivé, j'ai pas les connaissances pour, mais quand quelqu'un me dit ouais, j'ai envie de faire du sport de manière récréationnelle, j'ai aucune difficulté à dire bah, je peux te faire un programme parce que si t'as pas d'objectif sportif élevé, je pense que je suis capable de faire un programme. Le premier truc que je dis, c'est je vais te faire plusieurs programmes, prends celui que tu préfères, et puis je te fais plusieurs programmes sur base de ça. Parce que si tu t'amuses pas à faire le sport, bah, il y a très peu de gens qui ont une vraie discipline, un vrai self-control. Donc, si t'as pas de discipline, après 2 semaines, tu vas arrêter. Donc, le plus important, c'est de se sentir bien. Après ça, il faut évidemment observer toutes les qualités que tu as déjà citées pendant le podcast, la disponibilité, la passion et l'amour pour le sport que le coach a, sa connaissance, sa pédagogie, sa bienveillance, sa capacité d'individualiser, de comprendre les objectifs de ses élèves pour adapter ses cours. Euh, Moi, il y a d'autres points aussi. J'aime bien quand même, si tu es compétiteur, en tout cas, regarder les résultats de l'équipe. Idéalement, essayer de regarder des combats des compétiteurs de l'équipe pour écouter le coaching aussi, si c'est un coaching bienveillant, parce que souvent, tu peux aussi entendre des coachs qui limite insultent leurs combattants pendant le combat. Et ça, c'est un très mauvais indicateur selon moi. Euh, et j'en avais un autre, ouais, c'est si possible de trouver le nombre de blessures qu'il y a dans ce club. Surtout si tu cherches du loisir. Si tu cherches du loisir et que tu entends qu'il y a souvent des blessés, pas très bon indicateur. Très juste. Après, regarde, il y a des contre-exemples. Aujourd'hui, en Hollande, il y a le Mike Gym qui est ultra connu, ultra Oui, réputé. Je sais plus si c'est toujours le vendredi, le jour du sparring, mais le vendredi, il y a un mec qui est là pour charger les gars sur une civière et pour les réanimer avec un seau d'eau quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Mais là, c'est sur compétiteur. Donc, je disais surtout sur bien les sûr. loisirs. Non, Surtout non, sur le mais côté c'était loisir. c'était juste pour Si tu l'anecdote si, hein, si t'as que pas je te racontais d'objectif ça. de... Ouais. Et encore même, en fait, même, parce que je trouve que même si t'es compétiteur, t'as pas envie d'être blessé. On en a déjà parlé dans un podcast. Ta blessure, si ta blessure c'est 1 mois, tu perds pas 1 mois. Tu perds 2 mois en réalité. Parce que t'as 1 mois sans t'entraîner, tu as 2 semaines de revalidation, tu as 2 semaines pour récupérer le niveau que tu avais il y a 1 mois, et donc tu te retrouves 2 mois plus tard, quoi. Donc, ouais, tu perds au moins le double du temps de ta blessure. C'est ça. Et puis, pour bien fermer ce loquet apprentissage, ça, après, c'est aussi au goût de chacun. Il y a des gens qui sont très pressés et très pris par l'aspect sparring, d'autres qui ont même pas du tout envie de le faire au départ parce qu'ils se sentent Mm. en danger, entre guillemets. Ça va être la direction que prend le club ou même la direction que prennent les cours. Moi, tu vois, pour les loisirs, j'avais tendance à laisser, quand c'est moi qui donnais les cours, les sparring facultatifs. Parce que je savais qu'il y avait des gens qui n'avaient pas envie de se confronter et qui venaient pour l'aspect technique, l'aspect euh, Mhm. transpirer, quoi. Ils venaient pour faire des cales, certains, et pour Ouais. se donner bien, mais ils avaient un emploi le lendemain, certains étaient professeurs, certains étaient architectes, certains étaient avocats, et ils avaient absolument pas envie qu'on mette en danger leur intégrité physique ou leur apparence Mm. professionnelle en ayant un cocard, un nez cassé ou quoi que ce soit. Donc, ils souhaitaient tout simplement ne pas participer à la mise de gants et que moi j'avais placé volontairement en fin de séance de façon à ce que le gars il vienne, il fait sa séance d'1 heure et s'il ne souhaitait pas faire les sparring, bah, il avait quand même bossé 1 heure et il pouvait dire ok bah pour moi le cours s'arrête là. Et j'aimais bien cette façon. Alors aujourd'hui, je Mm. l'oblige pas aux gars qui donnent les cours chez moi. C'est un conseil. Je pense que c'est bien de le faire, mais je leur laisse un petit peu. J'ai la chance qu'aujourd'hui les mecs qui donnent les cours chez moi, c'est des gars que j'ai formés et qui m'ont vu faire ça. Donc je, très honnêtement, je vérifie même pas s'ils le refont pas. Je sais que ils sont euh, ils sont dans cette mentalité du fait que voilà le sparring ça ne doit pas être imposé. Et il faut accepter qu'un gars il vienne Mm. là faire du MMA pour apprendre notre sport et pas pour forcément se foutre sur la gueule en fin de séance et risquer une blessure ou d'être abîmé le lendemain quand il va reprendre son boulot. Ça, encore une fois, ça revient à individualisation. C'est une forme d'individualiser parce que Bien si sûr. tu as quelqu'un qui a peur de faire des sparring et que tu le forces, c'est très mauvais. Si tu as quelqu'un qui veut éviter un sparring pour une raison professionnelle ou même, ça paraît bête, mais moi, quand j'avais des vacances prévues, je pars 2 semaines en Thaïlande. J'ai pas trop envie de me blesser juste avant. Donc j'arrêtais aussi les sparring moi-même 2 semaines avant de partir en vacances parce que je voulais pas courir ce risque. Et c'est important d'avoir des clubs qui acceptent ça. Et moi, en tant que coach, quand j'avais des élèves qui voulaient pas faire de sparring, je leur disais soit vous arrêtez là, parce qu'en général, les sparring c'est à la fin,
soit vous continuez ou vous refaites des exercices qu'on a fait aujourd'hui bien avec un sûr. partenaire qui veut pas faire de sparring. Et si le gars est tout seul, bah, il y a des sacs aussi. Ouais, c'est Donc ça, oui. c'est très important de pouvoir, encore une fois, ça rejoint ce qu'on a dit plusieurs fois. Bienveillance, individualisation et la capacité d'écoute du coach. C'est vrai qu'on l'a pas dit tel quel, mais un coach qui est capable d'écouter, de comprendre les objectifs de ses élèves pour les transformer en ses propres objectifs, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment je pense que c'est les meilleurs conseils qu'on Ouais. puisse donner. Et encore une fois, donc c'est vrai que j'avais dit ça, tester plusieurs salles pour l'ambiance, mais aussi pour la pédagogie, parce que tu peux te retrouver dans une bonne ambiance avec un coach qui n'a pas cette fibre pédagogique dont tu as besoin, et donc tu vas pas progresser. Et à un moment, si tu es dans une bonne ambiance mais que tu progresses pas, tu vas aussi perdre la motivation. Je pense que te sentir bien et progresser, c'est vraiment les deux piliers du long terme. De rester longtemps dans une salle, c'est vraiment les deux choses dont tu as le plus besoin, c'est de t'y sentir bien en termes d'ambiance et de voir que tu progresses et que tu évolues grâce à la pédagogie du coach. C'est ça. Après, je trouvais super intéressant de ce podcast et je suis content de l'avoir fait avec toi parce que je pense aujourd'hui que, je sais pas, il doit y avoir peut-être 500 clubs de MMA en France et je sais pas combien en Belgique, mais je suis pas intimement, j'ai pas la conviction profonde qu'il y ait 500 profs de MMA en France. Voilà. C'est pas une critique, hein, c'est un constat. Hmm. Je ne nommerai bien sûr personne et je connais même pas en vrai, hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps de voir ce genre de choses. Je sais même pas si ce que mais par contre, je vois quand je vais sur quelques compétitions amateurs qu'il y a malheureusement des pauvres gosses ou des pauvres ados qu'on a emmenés en compétition mais qui sont absolument pas au niveau et pourtant ils ont fait tous les cours de leur professeur Hmm. et ils se dédient à fond dans cette pratique mais comme elle est mal enseignée, mais c'est pas de leur faute, ben il peut arriver même des incidents dans certaines compétitions amateurs donc choisissez bien votre club et assurez-vous que ce que vous y apprenez c'est bien et c'est au moins la normalité de ce sport fabuleux qu'est le MMA. Alors, en fait, là, je suis peut-être très bien placé pour en discuter, parce que moi, pour faire très rapidement mon historique, je m'entraînais pour être compétiteur. Mais quand j'ai commencé à travailler, comme tu l'as souligné juste avant, je tenais à mon intégrité physique, à mon visage professionnel. Et donc, j'ai décidé d'arrêter cette voie-là et de me concentrer sur ma carrière professionnelle. Quand j'étais étudiant, je m'entraînais 16-20 heures semaine. Quand je suis passé consultant, je pouvais m'entraîner que 4 heures par semaine. Donc c'était très frustrant pour moi de voir ma progression chuter ou en tout cas extrêmement ralentir. Et pour garder un pied dans le monde du MMA, c'est là où je suis devenu coach initiation. Ce que j'avais fait, c'est à l'époque, on parle de ça il y a 12 ans, quand tu disais que tu faisais du MMA, soit en Belgique, on ne savait pas du tout ce que c'était, soit le peu qui savait ce que ça signifiait te disait que tu étais une brute, un animal, enfin voilà, c'est parti pour les insultes. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais juste loué une salle tous les mercredis pour donner des cours à des amis, juste pour leur prouver que le MMA était un sport. Et donc à ce moment-là, j'avais pas des connaissances assidues, mais j'avais des connaissances suffisantes pour faire de l'initiation. Après 3 mois, enfin, j'avais loué la salle tous les mercredis pour 3 mois. Mes potes ont demandé s'ils pouvaient ramener des potes à eux, et donc je suis devenu coach d'initiation à un public plus large de personnes que je ne connaissais pas. Et après 1 an, je commençais à avoir des élèves qui étaient intéressés par la compétition. Et c'est là où c'est très important ce que je veux dire. C'est là vraiment le point de mon argumentaire ici. Le coach a une de responsabilité. On a une énorme responsabilité. On est en train de mettre l'intégrité physique de quelqu'un d'autre sur la ligne. Quand j'ai des élèves qui m'ont dit je veux faire de la compétition, je me suis moi-même poussé à accroître mes connaissances. Donc j'ai repris moi-même des cours de MMA compétiteur pour pouvoir donner des meilleurs cours, plus assidus. J'ai demandé à ces élèves de venir s'entraîner avec moi dans un autre club et j'ai demandé à un autre coach de m'accompagner aussi pour les premiers combats parce que j'avais jamais fait ça. Ça, c'est très, 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 très important à comprendre. Il y a une responsabilité. Et puis, fast forward 2 ans plus tard, Brian m'a demandé de venir superviser son équipe. Et là, je me suis mis face au mur. Du jour au lendemain, je suis devenu coach professionnel. Il y a eu une prise de responsabilité qui a été faite de ce côté-là. Et encore une fois, il y a eu tout un process intellectuel d'apprentissage pour que je puisse remplir ce rôle. Le problème, et c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est que tout le monde n'a pas cette maturité de faire cet exercice. Il y a des coachs qui n'ont pas du tout le statut et cette, comment dire, qui devraient pas
accepter que leurs athlètes combattent parce que leurs athlètes n'ont pas le niveau, parce que eux n'ont pas le niveau de coach pour amener quelqu'un à la compétition. Et ils devraient soit, ben, comme on en avait déjà parlé, ou alors c'est avec Brian, mais c'est voilà, déléguer. Tu dois ranger ton ego de côté et déléguer à quelqu'un qui a cette capacité d'amener les élèves au niveau souhaité pour la compétition, ou toi-même faire un gros step-up en tant que coach dans ton apprentissage pour prendre ce rôle-là. Ouais, mais l'humilité et la remise en question, c'est pas des facultés qu'on voit tous les jours, et malheureusement pas assez dans les dojos, tu vois, parce que c'est vrai, hein. Et en fait, quand tout va bien, c'est pas très important, c'est presque anodin. Le gars, il se rend compte au bout de 6 mois qu'il a perdu un petit peu son temps dans ce club-là, il change de club et j'ai envie de te dire, on passe à autre chose. Par contre, lorsque c'est lié à une contre-performance qui va gâcher une carrière, blesser une personne ou la dégoûter du sport, là c'est préjudiciable et c'est dommageable. C'est pour ça qu'il faut quand même bien choisir son club. Se tromper de Mhm, quelques semaines, c'est pas bien grave. Au final, t'as perdu quelques semaines. Bon, tout du moment qu'on a la santé, j'ai envie de te dire qu'il y a plus grave dans la vie. Par contre, quand ça touche à, après l'intégrité physique parce que tu prends un KO pleine tête en, dans une compétition, où tu sors avec l'épaule déboîtée, que ton épaule sera plus jamais pareille, tu pourras plus avoir une extension au-dessus de la ligne d'épaule, enfin bref, euh, une blessure qui va t'handicaper à vie, et malheureusement, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Là, c'est quand même dommage d'être tombé sur un abruti qui n'avait pas de self-remise en question suffisante pour te dire, bah ok, moi la compétition, je sais pas trop ce que c'est. Le pire que j'ai fait, c'est 3 ans de karaté Shotokan dans ma vie et je suis pas prof de MMA. Malheureusement, ben, mhm. parce que le cheminement que toi tu as eu, il y a très peu de personnes qui l'ont et c'est ça en fait qui est dommageable dans ce sport. C'est que même aujourd'hui, tu vois, moi j'ai essayé de faire passer un message dans mes interventions, dire ne passez pas pro trop vite, faites une carrière amateur fournie de 10, 15 combats. Eh ben, on n'en prend pas le chemin quand même, hein. Je vois beaucoup de gens qui passent pro rapidement sur des galas secondaires et finalement peu de gens en compétition faite par la FMAF et il n'y a pas tant d'amateurs que ça et, euh, et moi, je suis toujours un peu alarmiste dans mes propos et je dis attention, tout va bien pour le moment pour le MMA français parce qu'on a des athlètes exceptionnels. L'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on a des athlètes Mhm. fabuleux en termes de niveau, que ce soit technique ou physique, des Saladin Parnasse, des Manon Fiorot, des Nassourdine Mavov, des Cyril Gann, et j'en oublie beaucoup et ils me pardonneront. Par contre, est-ce que d'une façon totalement intrinsèque et franche, on peut dire que quand je regarde le gala de la sueur ou l'AEF Championship, j'ai le même niveau qu'aux IMAF, au championnat du monde IMAF? Petit bémol, pour le Mhm. moment, je pense pas. Pour le moment, je pense pas. Je pense que En si tout on cas, regarde le... pas. Ouais. Dis-moi hein, si tu as un avis J'allais dire différent, si j'en tu, débat avec plaisir, mais moi, je Non, bah regarde tout ce justement, qui se fait. j'allais dire, tu prends vraiment le main event comme main event de ces événements-là, donc LSFC, AEF. Tu vas te retrouver sur le niveau demi-finale, quart de finale, Moi, IMMAF. je suis d'accord avec ça. Je Ok. suis d'accord avec ça. Mm. Mais normalement, aujourd'hui, si tu regardes ce qui se fait en amateur dans d'autres pays européens, parce que c'est ça qu'on doit regarder, on ne doit pas tout de suite se calquer sur les États-Unis, parce que les États-Unis, ça fait des années qu'il y a des combats amateurs et qui sont quand même OP là-dessus, même s'ils brillent pas en IMAF pour des raisons fédérales et des choses comme ça, il y a un niveau amateur aux États-Unis qui est important. Euh, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on est encore dans ce schéma de l'amateur, c'est pour les nazes. Moi, je vais en pro direct parce que je peux aller en Belgique. Et c'est dommage qu'on ait encore ces schémas parce que dans 10 ans, Mm. je sais pas si la France, à ce rythme-là, aura le même niveau et sera aussi fort sur la scène internationale qu'aujourd'hui. Parce que il y a, euh, si on regarde les carrières, de toute façon, c'est simple. Regardez, aujourd'hui, moi, je suis pro tapologie non pas parce que j'aime pas Sherdog, parce que Tapologie permet de voir, d'avoir des renseignements plus larges sur la carrière d'un combattant, ses combats amateurs, voire dans certains cas ses combats d'anglaise, de pied-point ou même de grappling, parce qu'ils sont en train d'élargir leur base de données. Ouais. Tu peux même savoir combien de fois le combattant a pull out, si c'était de sa faute ou pas de sa faute, ou la faute de l'adversaire. Donc, oui, tu as une base de données qui te permet d'avoir une photo précise de la carrière du combattant. Et nos combattants français
il y en a très peu qui ont un background amateur. Et quand tu regardes, quand je fais moi euh, des, des analyses sur des combattants, ben, je me rends compte qu'à l'étranger, quasiment 8 fois sur 10, il y a un background amateur supérieur à 5 combats. Et puis, c'est une réalité. Mmh. Euh, et à part sur des combattants qui ont démarré leur carrière en 2010, tout ce qui a démarré sa carrière en 2015 voire 2020, ça a des combats amateurs à l'étranger. Et chez nous, pas encore assez, je trouve. C'est vrai. Et en fait, chaque fois que tu parlais, j'étais en train de me dire, en fait, ça rejoint, c'est un très bon résumé de ce qu'on a dit. Ouais, ça, je pense que ça Connaissance du rentre bien coach, avec avec notre sujet. c'est On s'est ça. pas égaré là. Mmh. Ouais, parce que clairement, en fait, connaissance du coach, c'est aussi savoir quand faire passer ton athlète en professionnel. Bienveillance, ne pas faire passer ton élève trop vite en professionnel parce que tu sais que tu vas toucher une commission, par exemple, hein, ce qui C'est serait ça. malveillant en fait. Et comprendre que l'objectif de ton élève devient ton objectif. Et il faut pas avoir de distinction. Ton objectif en tant que coach, s'il est différent que celui de ton élève, automatiquement, tu deviens un mauvais coach pour cet élève. Donc c'est très bien en fait parce que l'exemple donné l'amour pour le sport, ça rentre aussi en compte là-dedans. Tu peux pas respecter ton sport si tu commences à faire n'importe quoi. Et je vais peut-être finir sur quelque chose parce qu'on en parlait avec Brian, mais on va devoir rebondir dessus sur un autre podcast. C'est la différence entre pro et amateur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pro, c'est payé, amateur, c'est pas payé. Et ça, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce qu'il y a des promoteurs qui commencent à payer les amateurs et ça va foutre un bordel pas possible dans le monde du MMA parce que tu vas avoir, à l'inverse, des amateurs qui restent amateurs beaucoup trop longtemps parce que ça va leur permettre d'avoir des médailles IMMAF, hein, ce qui permet d'avoir beaucoup de likes sur Facebook et Instagram. Et de l'autre côté, ils vont être rémunérés. Donc, quelle serait la raison de passer C'est professionnel et ça. d'aller se challenger en Après professionnel que si l'amateur tu soit gagnes tout en défrayé, amateur et qu'en plus tu es rémunéré? je suis d'accord. Que l'amateur Défrayé et soit rémunéré, c'est pas la même défrayé, chose pour moi. Ouais. voilà. Mais bien sûr, tu as raison. C'est-à-dire que un promoteur qui dit, bah, je te file 200 balles pour ton transport et pour l'hôtel, c'est bien. Ça évite que le gars, parce que Mhm. tu vois, moi souvent pour Bien avoir sûr. entendu ça, notamment beaucoup dans la bouche des pratiquants de jiu-jitsu brésilien, ah, je fais pas telle compète, ça me coûte trop cher. C'est dommage, tu vois, que le mec soit limité dans sa pratique sportive parce que la compétition a un coût trop important. Et, euh, et déjà qu'il y a une batterie d'examens nécessaire à la surveillance de leur intégrité physique, mais qui peut être coûteuse euh, dans certains cas, c'est Mhm. important quand même. Je pense que sur certains galas euh, amateurs, qu'on donne un petit billet aux gars pour qui se défraient de dépenses liées au transport ou à la préparation, c'est une bonne chose. Après, effectivement, non, faut pas qu'il soit payé parce que ça, c'est un lambda et c'est ça qui fait la différence. Et surtout, une dernière nuance sur ce que tu as dit, et c'est juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, bienveillance, c'est pas dire oui à tout, hein. C'est savoir dire non au contraire. C'est-à-dire Ah que non, vouloir le bien de bien quelqu'un, sûr. c'est aussi lui dire, écoute, non, on fait pas ce combat, t'es pas prêt, on Mm. passe pas pro maintenant, t'es pas prêt. Et c'est dur à accepter parce que quelqu'un qui te dit que t'es pas prêt, ça vexe, ça froisse, ça ou quelqu'un qui te dit que t'es pas encore, tu n'as pas encore assez atteint le niveau nécessaire pour euh, pouvoir arriver à telle ou telle compétition et échéance. Ça fait mal sur le moment, mais c'est ça la bienveillance. C'est pour éviter justement que t'arrives, Mm. euh, qu'il t'arrive quelque chose, que ta santé soit dégradée par un chaos ou par un combat trop disproportionné entre guillemets. Et puis voilà. Et puis de toute façon, la réalité, messieurs, elle est la suivante. Aujourd'hui, il y a, en tout cas pour la France, mais je crois que c'est à peu près la même chose en Belgique, il y a des ligues amateurs. C'est le numéro un de la Ligue amateur qui part aux IMAF. Et voilà. Et à moins d'être l'éternel troisième parce que tu as des deux premiers qui sont exceptionnels, euh, tu passes pro quand tu as fait quelque chose en amateur déjà. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment que la chronologie ce soit celle-là. Et malheureusement, c'est pas celle-là. Mm. On se dit, bah, je vais aller au HFC. Alors, c'est pas du tout une critique pour le HFC. Je pourrais tout de suite trouver un gala italien qui fait la même chose, comme le Shuto italien, c'est pareil. Mais je vais aller faire ce gala-là pour être référencé, devenir pro en France. Puis après, je vais faire le gala de mon copain parce que il peut me mettre là-bas. Mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité avec une ligue amateur où il y a des tournois toutes les 3 semaines ou les 2 semaines, très bien organisés par Johnny Frachet et Lionel Brézéfin. Et il y a des Mhm. galas comme la SURFC ou comme
l'AEF qui te permettent de briller également en amateur. Et si tu souhaites, il y a des combats aussi amateurs dans d'autres galas. Là, je pense à Menton et le gala de Jackie Ruidavet qui va faire une belle place aux amateurs aussi. Puis voilà, il y a aujourd'hui euh, un cursus amateur auquel tu peux participer et tu gagnes tes championnats de France, tu finis premier, tu vas aux IMAF, tu fais deux trois victoires et puis là tu te dis ok j'ai fait 10 combats amateurs, même si t'as pas gagné les IMAF, tu passes pro. C'est une démarche cohérente. Des Manon Fiorot qui finissent championne du monde ou des Axel Sola qui sont numéro un mondial pendant 2 ans, ça représente une infime partie de ceux qui passent pro. Et ça, je suis pas idiot, je veux bien l'entendre. Par contre, le gars qui passe pro directement après une petite carrière de karaté ou de boxe thaï, c'est une bêtise. Parce que aujourd'hui, le niveau est très haut et la maturité, elle arrive tard dans ce sport. Donc si tu te prives déjà de 5 à 10 combats amateurs, ça va être compliqué dans l'apprentissage futur de ta carrière professionnelle. C'est clair, c'est clair. Eh ben, écoute, je pense qu'on va clôturer sur ces paroles très justes qui résument très bien en fait tout ce qu'on a dit. Donc, comme d'habitude, ben, on l'a dit en début de podcast hein, de liker, commenter, je pense, mais sinon, toujours bon de le rappeler maintenant. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. C'était Chris et Aldric pour Fight Minds sur cet épisode du Coach Talk.